bizarrerie de la langue française qui m'a toujours intrigué, pertinence et impertinence. Ces deux termes devraient être l'opposé l'un de l'autre et pourtant ils sont tous les deux perçus par beaucoup comme des qualités. Deux qualités que tout semble opposer. En préparant cette première, je me suis demandé si ce n'était pas pour les dessinateurs que le sens commun avait forgé ce paradoxe. Notre premier invité est un impertinent notoire. Chaque semaine, depuis 22 ans, il moque les politiques, les puissants, les malhonnêtes, les maladroits du monde entier dans un des titres les plus prestigieux de la presse française, Le Canard enchaîné. Impertinent mais pertinent aussi dans les détails, les infos, le regard, l'analyse qu'offrent ses dessins. On sent un travail, une réflexion en plus de son humour élégant et tendre. Pertinence et impertinence avec son personnage de BD, Jack Palmer, créé en 1974, que sa visite en Corse pour une enquête qui n'en est pas une a rendu célèbre en 2000, un personnage dont la gaucherie, la maladresse, la naïveté servent de révélateur et d'écrin à la mauvaise foi ambiante. Cette mauvaise foi qui inspire le regard et le crayon de René Pétillon. Pour bavarder avec ce géant de la bande dessinée et du dessin de presse, je suis avec Sonia Deschamps et Julien Solé. Terreur graphique va commenter cet entretien au dessin et au piano, on l'a déjà dit, Sabrina Hamida est en train d'officier, ainsi que Loïc Sécheresse qui introduit cette séquence. Bon, applaudissements, ouais, allez. Et celui qui applaudit le plus fort, c'est notre premier invité. Bonsoir René Pétillon. Bonsoir. Merci d'être le premier invité de l'émission Dessinée, un invité dont la double, peut-être même la triple casquette, donne tout son sens à cette première. Vous êtes dessinateur de presse, dessinateur de bande dessinée et également scénariste. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Salut Julien. Bonsoir. Tu es dessinateur toi aussi, tu vas co-animer cet entretien. Et au dessin, pour commenter, c'est Terreur graphique. Salut Terreur, tu n'as pas de micro. Non, mais je parlerai pour toi et on va montrer tes dessins au fur et à mesure. René Pétillon, vous vous sentez pertinent ou impertinent ? Je trouve que c'est une très bonne définition, la pertinence associée à l'impertinence. C'est presque, on pourrait appeler ça, presque qualifier ça de la charte du dessin de presse. Effectivement, il faut qu'on soit pertinent parce qu'il faut qu'on se base quand même sur des informations à peu près fiables et impertinent parce qu'on ne peut pas se contenter de reproduire la langue de bois qui a cours un peu partout. Donc c'est une définition que je trouve extrêmement... qui résume parfaitement, je trouve, notre situation professionnelle et nos obligations professionnelles, je dirais. Et on retrouve cela dans le personnage de Jack Palmer qui a d'ailleurs été dessiné, là. On ne peut pas parler de pertinence à propos de Jack Palmer, je ne crois pas. Là, c'est dans ce que vous racontez autour de lui, voilà. Quand vous racontez la Corse. Disons que c'est une incompétence au service de la pertinence, si vous voulez. Comme vous avez très bien dit tout à l'heure, c'est un révélateur de mauvaise foi assez efficace, parce que, évidemment, la naïveté amène la surenchère et la mauvaise foi. Et la mauvaise foi, c'est un exercice que j'aime beaucoup pratiquer dans l'humour. Je trouve que c'est un ressort comique assez irrésistible. Pratiquer et décortiquer aussi ? Oui, bien sûr. En général, on est assez abreuvé de discours qui fleurent bon la mauvaise foi. Et ça fait encore partie de notre fonction, on pourrait dire. J'ose pas employer le mot mission, mais de la montrer et de la dénoncer, si vous voulez, dénoncer entre guillemets. Sonia ? L'impertinence, c'est quelque chose qui se travaille ou c'est quelque chose d'inné ?
Je crois qu'il faut un don au départ, mais après ça se travaille, c'est comme tout le reste. Je pense qu'il y a une disposition au mauvais esprit qui, en général, se fait jour dans l'enfance et qui vaut quelques ennuis, et évidemment par rapport aux institutions scolaires et autres. Et ensuite, ce qui était au départ un handicap peut devenir un atout professionnel si on est à peu près bien orienté, ou si on sait bien s'orienter ou faire les bons choix au bon moment. Vous évoquez la jeunesse. Vous êtes autodidacte, ça veut dire un petit peu tout et rien dire selon les personnes. Quel autodidacte êtes-vous? C'est-à-dire que, est-ce que la meilleure façon de faire de la bande dessinée, c'est d'en lire? Est-ce que la meilleure façon de faire du dessin de presse, c'est de lire la presse et de regarder les dessins de presse? Pour le dessin de presse, la meilleure façon d'en faire, c'est de lire la presse, effectivement, et c'est même indispensable. Pour la bande dessinée, je dirais qu'il vaut mieux apprendre à dessiner. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Encore une fois, c'est en relation avec ce que vous appeliez tout à l'heure l'impertinence, et puis la difficulté avec les institutions scolaires. Et donc j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'autorité, et j'ai fait très peu d'études. Et donc j'ai appris sur le tas et tout seul, mais c'est pas quelque chose que je recommanderais. J'ai mis beaucoup de temps à faire des choses à peu près présentables. Mais justement, vous avez quand même réussi finalement à apprendre en lisant, j'imagine, des bandes dessinées. Qu'est-ce que vous avez appris auprès de quel dessinateur? Alors, je crois que c'est Hergé, ça commence par Hergé. Ma génération a baigné dans Hergé très tôt. D'ailleurs, on avait beaucoup de Tintin à la maison. Mon père me les piquait d'ailleurs. Mais ensuite, il y a Spirou, Lucky Luke, les classiques, les grands classiques de l'époque. Mais je crois que c'était un des tournants. Il y a eu deux tournants en fait. Et je crois qu'un de mes grands tournants, c'est un peu plus tard, et avant que je commence à faire de la BD et du dessin de presse, c'est les Peanuts. J'ai été absolument fasciné par cet humour-là. L'humour anglo-saxon en grande partie. Et ensuite, j'ai eu un choc considérable dans la lecture de Mad Magazine, que je ne connaissais pas. J'ai commencé à faire de la bande dessinée dans Pilote en 72, je ne connaissais pas Mad Magazine. Et ça m'a complètement stupéfait. C'était une espèce d'effet de sidération qui a duré plusieurs années. Et il a bien fallu que je m'en sorte parce que j'étais trop proche du modèle. Et je m'en suis sorti en cessant de faire de la parodie, parce que l'école Mad, c'est essentiellement une école de parodie quand même. Mais c'est un passage que je ne regrette pas, parce que ça m'a beaucoup amusé. Et les premières publications, vous vous en souvenez encore? Combien il y a de dessins envoyés avant de réussir finalement à avoir son premier dessin publié? C'était en 68, je crois. C'était un peu avant 68. Il y a un magazine de l'époque qui s'appelait Plexus, qui était édité par les éditions Planète, Powell, etc. Planète, c'était sérieux, assez allumé d'ailleurs, un peu branché occultisme, etc. Il y avait un magazine plus léger et érotique, enfin un érotisme qui ferait sourire aujourd'hui, mais bon, et qui publie des dessins de presse. Et j'ai envoyé des dessins à Plexus, et ils m'en ont passé quelques-uns. Du coup, je suis monté à Paris, et à partir de là, j'ai fait le tour de rédaction avec des dessins d'humour qui étaient très difficiles à placer. Ce n'était pas des dessins politiques. Et la situation du dessin d'humour non politique en France est catastrophique. Elle est restée d'ailleurs, elle était déjà à l'époque. Et très vite, j'ai compris qu'il fallait faire autre chose si on voulait en vivre. Et donc, j'ai été présenté ma première bande dessinée à Pilote, et Goscinny me l'a prise, c'était en 72. Et ça a été le début d'une carrière, on peut dire. Mais justement, ce n'était pas la vocation première, la bande dessinée, c'était vraiment le dessin d'humour, le dessin de presse. C'était le dessin de presse. Avec un passage cependant par dessin politique, parce que je suis arrivé à Paris en plein mai 68, j'ai trouvé que c'était très vivant comme ville. Et je suis allé directement à la rédaction de L'Oragé, qui était édité par Signé à l'époque, qui a vu se pointer un dessinateur qui était certainement très loin d'être au point, et je pense qu'il m'a pris un peu en pitié. Il m'a passé quelques petites vignettes comme ça, et voilà, c'est mes premiers dessins politiques. Heureusement, la signature est pratiquement illisible, si bien que je n'ai pas trop à rougir. Vous disiez la première bande dessinée en 72, et en 74 vous créez Jacques Palmer. Oui. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur l'origine de Jacques Palmer? Comment est-ce que vous l'avez imaginé, cet anti-héros finalement? Comment est-ce que vous l'avez pensé, et comment est-ce qu'il est né? Tout simplement, j'étais amateur de films policiers, de romans policiers. Je me dis, je vais faire une histoire de détective un peu minable.
suivant les recettes classiques. Et dans mon esprit, ce n'était pas du tout destiné à faire une série. C'était une petite histoire de 6 pages, comme ça, en passant. Et ça a plu à Pilote et ils m'en ont demandé d'autres. Voilà comment les choses sont enclenchées, mais ce n'était pas prémédité. Et Jacques Palmer, il a cette particularité, on le disait justement, c'est qu'il perturbe plus l'enquête qu'autre chose et le lecteur a toujours un temps d'avance finalement par rapport à lui. Voilà. C'est ce qui vous intéressait aussi, vous avez voulu pousser vraiment le côté anti-héros à son maximum? Oui, c'est le principe assez connu, mais je vais peut-être pousser un peu plus loin en le mettant systématiquement en retard. Effectivement, il comprend les choses après tout le monde. Le lecteur est au fait depuis très longtemps et il est encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ben, je trouve que c'est un ressort comique, c'est efficace. Pourquoi on aime autant les anti-héros? Pourquoi on aime un petit côté loser? Pourquoi on aime ces personnages-là? Est-ce que vous savez? Moi, je trouve qu'ils sont plus intéressants que les winners, on dit. Les winners ne sont pas très intéressants. Je trouve qu'il y a plus d'intérêt, il y a souvent plus d'intérêt dans les échecs que dans les réussites. Parce que il y a beaucoup d'inattendus, il y a beaucoup de surprises, il y a de la drôlerie. Parfois c'est dramatique, mais je fais de la BD amusante. J'essaie de mettre en scène des échecs amusants. Voilà. Et comment vous conciliez les deux activités? Comment vous vous organisez pour à la fois faire du dessin de presse et de la bande dessinée? Tout simplement en fonction du bouclage du canard. Le bouclage du canard, c'est un bouclage le lundi soir et un deuxième le mardi midi, à midi. Et donc je lis la presse le dimanche après-midi et puis le mardi après-midi, le mercredi, je peux me remettre à la bande dessinée. C'est aussi simple que ça. J'ai pas de difficulté à passer de l'un à l'autre. Et finalement, le dessin de presse vous donne une certaine liberté aussi dans la bande dessinée parce que vous n'avez pas d'obligation de publication, c'est-à-dire que vous ne faites pas 2 albums par an. C'est cette liberté que vous donne le dessin de presse aussi? C'est un confort. Hein. Je ne suis pas obligé de produire pour gagner ma vie. Heureusement, le Canard enchaîné traite bien ses collaborateurs, donc le Canard enchaîné me permet de faire de la BD dans des conditions extrêmement confortables. Et justement, le dernier album, le dernier Palmer, vous disiez, je crois que vous faisiez 4 planches par mois environ. Oui. Vous êtes quelqu'un dans le travail, enfin on parle du dessin, mais j'allais dire de laborieux, vous avez besoin de prendre du temps pour la bande dessinée, alors qu'au contraire, pour le Canard, il faut avoir toutes les idées le dimanche et les rendre le lundi. Oui, le Canard, ça va très vite, il faut aller très vite. Et souvent, d'ailleurs, les dessins les faits plus rapidement sont les meilleurs. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une tension. Quand l'heure du bouclage approche, évidemment, il y a une tension qui intervient. Et souvent, en état de tension, on est meilleur. Mais au contraire, la BD, c'est absolument le contraire. Et puis bon, c'est un dessin un peu plus, évidemment, plus élaboré, plus travaillé. Et j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Je suis très laborieux en BD. J'ai beaucoup de mal à mettre ça en place. Et je recommence beaucoup. Mais j'ai le temps, alors tout va bien. Julien, est-ce que tu as éprouvé des difficultés au début à jongler entre ton travail de dessinateur de BD, donc plus laborieux comme tu sembles l'expliquer, et puis l'urgence du dessin de presse? Est-ce que dès le début, tu as trouvé une façon de faire qui pouvait faire en sorte que tout ça s'enchaîne harmonieusement, ou ça a été un petit peu galère? Non, ça ne m'a jamais posé le moindre problème. Non. Parce que c'est vraiment 2 modes de pensée très différents. Il y a moins de décors dans le dessin de presse, il faut être dans l'évocation. C'est pas un jugement de valeur d'ailleurs, parce que c'est souvent plus dur, je trouve, d'avoir à évoquer une actualité en un seul dessin plutôt que de développer. Tu n'as jamais eu cette... Non, mais si tu veux, je ne comparerai pas les difficultés, elles ne sont pas du tout du même ordre, quoi. Évidemment, chaque domaine a ses difficultés propres, mais non, les deux me... Non, je ne fais pas tellement de différence. Dès le moment où je me mets sur une planche de BD, je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit. Je prends mon temps. Moins d'urgence, peut-être? Il n'y a aucune urgence. Et puis je m'autorise des retours en arrière, des modifications, des retours sur le scénar, etc. C'est cette partie scénaristique que tu peaufines et qui te prend plus de temps, une fois que tu as tout mis en place C'est vraiment là que c'est vraiment la partie qui me passionne le plus. C'est bâtir le scénar. Voilà, et de toute façon, je crobarde en écrivant le scénar et j'adore
J'adore ce moment qui est assez long d'ailleurs, parce que je suis assez long. Mais j'adore ça, il y a toutes les possibilités qui se mettent en place, l'histoire qui se construit, etc. C'est un passage où je me régale. Et toi, tu es libre de choisir les sujets que vont aborder, ou les univers dans lesquels vont évoluer Palmer. Ah oui, où bien sûr. tu ne subis pas de pression par Ah rapport non, à ça, aucune. c'est ça, Non, non. d'attente particulière, puisque certains opus ont été des succès phénoménaux. Alors j'imagine que, je sais pas, toutes les régions ont pas réclamé leur Palmer. Au Pays Si, Basque, ça sont les lecteurs, ça oui, quand ouais, je l'ai c'est ça. dédicacé dans toutes les régions. Faites-le venir chez nous. Voilà, Palmer en Alsace, Palmer au Pays Basque, etc. On me l'a souvent suggéré, bien sûr. Mais bon, j'en fais qu'à ma tête. Oui, tu as bien raison. On a évoqué l'organisation du temps entre la bande dessinée et le dessin de presse, mais il y a aussi une influence l'un sur l'autre, on en a un petit peu parlé, et on le voit sur Palmer, puisque Palmer il a 40 ans maintenant, et c'est plus du tout le même qu'au début. Au début, il donnait dans la parodie, et puis petit à petit, et cette phrase je la prends de vous, il a pris de l'épaisseur en maigrissant, finalement, de l'épaisseur en maigrissant. Et c'est une évolution qui est liée précisément à votre travail, notamment pour le Canard. Ah, certainement. Ça m'a amené à simplifier mon dessin en bande dessinée, certainement, oui. Et ça m'a permis notamment de sortir un peu de l'école MAD, qui est une école extraordinaire, mais qui demande une technique que je n'avais pas. Donc je devais ramer pas mal, je passais trop de temps sur mes planches, ça se sentait, etc. C'était quand même pas mal, hein. Enfin, moi je les ai sous les yeux là. Ouais, enfin c'est un peu trop Elles sont carrément. C'est un peu trop gratté quand même. On voit tous les dessins. Alors il y a plein de BD avec toi. Ah oui, puis là, il y a ce aussi sont les dessins de des Terreur. Je éditions. ne sais pas si vous arrivez à les voir. Moi je les vois au fur et à mesure. Terreur ne peut pas les commenter, mais. Voilà. Alors là, ce qui est drôle, c'est carrément dédié à Harvey Kurtzman et Will Elder, deux des fondateurs de MAD. Ouais. Et toi, tu arrivais. J'ai une lettre de Kurtzman qui m'avait répondu, que j'ai C'est vrai. encadré. Je crois que c'est Marcel Gottlieb aussi qui avait une correspondance. Avec un petit dessin. Ouais. Et ça, c'était une influence que tu partageais avec d'autres auteurs. Et ça, on en parlait tout à l'heure. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que quand tu lisais MAD, on ne connaissait pas forcément les références qu'il y avait dans MAD, qui parlaient de, je sais pas, tel présentateur télé, tel humoriste, tel homme politique. Et tu les reprenais quand même, tu pouvais les reprendre à ton compte dans la parodie, quoi. C'est-à-dire les premières histoires de MAD que j'ai découvertes, c'est dans Charlie Hebdo, dans Charlie Mensuel. C'est Wolinski qui a publié ça, je ne connaissais pas du tout MAD. Et comment un culte en BD, en fait, et à part l'école franco-belge, et l'Épinos. Mais pour le reste, rien. Et j'ai découvert ça dans Charlie, et je suis tombé à l'envers, quoi. Et la première histoire, c'était une parodie de feuilleton télévision, de deux enquêteurs qui marchaient avec chaque fois qu'ils intervenaient, il y avait un énorme son qui était représenté dans l'image. Et en fait, c'était le générique, je l'ai appris après, c'était le générique de l'émission. Mais je ne savais pas que c'était une parodie. Je me disais, ces mecs-là sont complètement givrés, quoi. Comment on peut trouver des trucs pareils, quoi. Mais bon, quand j'ai su que c'était une parodie, bon, ça a un peu changé mon regard, mais ça n'enlève rien au délire de Kurtzman et Elder, bien sûr. Mais bon, j'étais une naïveté totale, quoi. Je pensais qu'on pouvait faire absolument n'importe quoi en partant de rien. Et c'est une école formidable parce que ces premières histoires, je partais sans scénar. C'est-à-dire que case après case, c'était un empilement de conneries, quoi. Tu vois, de plus en plus, je suis en chair comme ça. Et puis, il y a un truc qui est formidable chez toi, et c'est l'évolution de ton trait. Alors, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez d'autres auteurs, mais chez toi, elle est assez impressionnante. Entre l'aspect très chargé, très clair-obscur des premières pages, beaucoup de hachures, beaucoup de décors, le moindre rivet du décor. Et puis, avec les briques, années... J'ai dessiné beaucoup de briques. Oui, voilà. Il n'en manque pas une. Et chaque brique a sa petite ombre dédiée. Et puis, avec le temps, tu as dégraissé, entre guillemets, enfin c'est peut-être un peu péjoratif comme terme, ton trait pour le simplifier. C'est l'urgence, c'est la nécessité, tu avais conscience de ça ou c'est quelque chose qui... C'est la conjonction de deux trucs. Il y a l'école du Canard d'abord qui m'a amené à simplifier le dessin. Je me suis rendu compte que quand je dessinais vite, c'était plus expressif. Et ensuite, il y a aussi l'envie de sortir de la parodie, parce que toutes ces années-là, j'ai fait de la parodie à la manière MAD. Quand j'ai fini enfin par comprendre que c'était de la parodie, j'ai fait de la parodie et j'avais envie de sortir de la parodie parce que c'est formidable, mais au bout d'un moment... Oui, cela dit, bon, ça se pratique aussi partout, mais
J'ai envie de sortir là parce qu'au bout d'un moment, on tourne en rond. Quand on a parodié tous les trucs qu'on aime bien, au bout d'un moment, c'est un peu. Ça tourne en rond, quoi. Et j'avais envie de parler d'autre chose. Et il m'a paru nécessaire d'être plus direct. Donc ça voulait dire un dessin plus direct, et plus immédiat, plus rapide. J'ai l'impression que c'est pas forcément conscient aussi le fait que on a un même personnage. Le personnage de Palmer a le pli de son chapeau, ses proportions ont évolué dans le temps. T'as un truc inconscient qui sort à l'œuvre dans le dessin. Hein, tu sais aussi bien que moi. On n'est pas, parfois étonné par ce qui sort. Tiens, ça vient les accidents. Quoi. Les accidents, ouais. Puis je sais pas, des matins on se réveille, c'est pas pareil, on sait pas pourquoi. Enfin, et on sent aussi dans le scénario la patte journalistique, la recherche, le souci de véracité, de vraisemblance. Ah oui, c'est important, oui c'est important. J'ai besoin de savoir, d'appuyer sur des trucs un peu solides pour déconner, quoi. Parce que sinon, je trouve que ça perd un peu de portée, ça manque de portée si on n'est pas calé sur quelque chose d'un peu. Pourtant, quand vous avez publié l'enquête Corse, vous étiez allé une fois en Corse, c'est ça? Ouais, 15 jours, ouais. Et encore plusieurs années avant, une dizaine. Ouais, pas mal d'années avant, ouais. Mais en même temps, j'avais beaucoup lu sur la Corse. En fait, beaucoup dessiné aussi dessus, dans le Canard. Ouais. C'est en fait le déclic, ça a été le Canard fait des dossiers tous les trimestres et il y a eu un dossier spécial Corse et il m'avait demandé beaucoup de dessins et donc j'ai lu des papiers que j'ai trouvé absolument extraordinaires. Je me suis dit mais c'est vraiment incroyable, quoi. Il y a quelque chose à faire, quoi. Et donc j'avais un sentiment de frustration après avoir bouclé le dossier. Je me suis dit je vais m'intéresser à ça parce que c'est vraiment d'une richesse extraordinaire, quoi. Et donc j'ai commencé à beaucoup lire sur la Corse. Puis j'ai des copains corses, donc je les observais d'un peu plus près, disons. Et voilà, quoi. Mais c'est très compliqué la doc et les infos, parce qu'à un moment donné, il faut pas trop, il faut arrêter, quoi. Enfin, c'est comme ça que je procède. Je me gave un peu d'infos et de doc, et puis je laisse passer quelques temps. Et puis après, je vois ce qui reste, quoi. Et puis quand on commence, il faut que ça reste un peu en arrière-plan, quand même, quoi. En même temps, en Corse, vous avez été perçu comme un grand connaisseur de la culture locale. Bah ouais, je me sentais un peu escroc quand même. En même temps, il faut que ça reste de la fiction. Et c'est ce qui différencie aussi par rapport à un travail de journaliste. Vous n'êtes pas sur le terrain pour aller mener vos enquêtes. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, de justement faire un reportage dessiné, proprement parler. Ouais, ça m'intéresse de plus en plus et j'ai envie de tenter ça. Ouais. Je ne sais pas si je saurais bien le faire, mais j'ai envie d'essayer. En fait. Mais il faudrait que je sois très, très vigilant vis-à-vis de moi parce que j'ai tendance à exagérer, quoi. À déformer les trucs. Ça demandera une discipline. De se contraindre au premier degré, voilà. C'est ça, de respecter. C'est un réflexe. Respecter les témoignages, etc. Enfin, le vrai travail de journaliste. Parce que bon, vous pourriez fonctionner en duo. Vous l'avez déjà fait en tant que scénariste? J'ai fait en tant que scénariste, oui. Ouais. Pourquoi pas. Mais j'y pense, ouais. C'est intéressant, ouais. J'espère que les gens de la rédaction entendent. Et en même temps, c'est pas du tout le même exercice, mais par la fiction, on raconte le monde aussi, justement, peut-être même de façon encore plus subtile, mais enfin, plus compréhensible, plus... Oui, mais je trouve qu'effectivement la fiction c'est extrêmement révélateur quand elle est faite à peu près correctement et parce qu'on crée des personnages qui sont un peu emblématiques, quoi. Les témoignages c'est pas toujours le cas, chacun a sa vérité, c'est beaucoup plus complexe, c'est un peu compliqué à synthétiser, tandis que quand on a des personnages de fiction on peut concentrer sur un personnage, même un certain nombre de contradictions locales qu'on a perçues, etc. On peut le concentrer sur le personnage et focaliser là-dessus, alors que avec des témoignages réels, c'est pas toujours aussi facile. Et vos dernières fictions, justement, on parlait de l'enquête corse avec les faits corses en fait, que vous aviez eu au Canard, de la même façon sur le voile, sur les paradis fiscaux, sur la Bretagne avec les algues vertes et tout ça. À partir de quel moment vous vous dites un événement de l'actualité, ah non, je ne peux pas le traiter en un seul dessin, ça mérite que j'y accorde plus d'attention et que ça peut faire une histoire. Est-ce que vous le dites ça quand vous travaillez par exemple pour le Canard, vous dites non, en un dessin je ne peux pas, je le mettrai dans un récit plus long? Non, je ne procède pas comme ça.
compte tenu de l'urgence, de la façon dont je travaille pour le Canard, je ne sélectionne pas les dessins. C'est-à-dire tout ce qui vient, je donne ou je fous la poubelle, mais c'est quand c'est raté. Mais non, il y a un moment donné, il y a un événement qui me frappe et qui me donne matière à réflexion et qui me suggère une possibilité de développement. Pour le voile, par exemple, ça a été la loi sur le voile. Et j'ai tout de suite eu envie de faire un truc là-dessus. Et donc là, c'est pareil, j'ai commencé à beaucoup lire, y compris le Coran, sérieusement, quoi. Et voilà, je me suis lancé, quoi. Mais là, ça m'a demandé beaucoup de temps de doc parce que c'est quelque chose que je ne sais pas très bien. Mais c'est comme ça, un événement déclencheur, quoi. L'affaire des paradis fiscaux, c'est pareil. C'était juste avant le crack, ça commençait déjà à sentir le roussi. L'album, j'ai commencé à écrire le scénario juste avant le crack, en fait. Et j'ai dû modifier le scénar pour l'intégrer. Mais tout le monde sentait à part les experts qui ne voient jamais rien venir, mais tout le monde sentait bien que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il faut voir le nez aussi, de sentir une info qui va durer un peu. Quand on fait du dessin de presse, c'est ça l'intérêt du dessin de presse, on est à s'affûter sur l'actu, parce qu'on a toujours le nez dedans, quoi. Donc on perçoit peut-être des trucs, quoi. Je veux bien qu'on revienne un peu en arrière. On a évoqué un peu la BD, le dessin de presse. Vous êtes rentré au Canard en 1993, c'est ça? C'est-à-dire 21, 22 ans. Ouais. Comment ça s'est passé à l'époque? Qu'est-ce que ça a signifié pour vous? En fait, ils m'ont demandé, je vais le faire court, mais ils m'ont demandé de faire un strip. Ils avaient vu mon travail dans VSD, je faisais des pages d'actu dans VSD, et ils m'ont demandé d'animer un strip toutes les semaines, et je n'avais pas d'idée, je trouvais rien. Et alors le temps passait, et pour les faire patienter, j'aurais envoyé quelques dessins. Et ils me les ont passés, et j'ai trouvé l'exercice passionnant, quoi. Et voilà, ça s'est fil en aiguille. Mais sinon, ça c'est très bien. L'exercice passionnant, qu'est-ce que ça veut dire? L'excitation de la presse hebdomadaire, quoi. Enfin l'excitation de l'info. De la politique. De la politique, et puis ce qui est en grande partie une illusion d'ailleurs, cette impression qu'on a de réagir, d'avoir quelque chose, d'avoir une influence sur un événement, ce qui est complètement faux. Mais au moins, moi ça me soulage quand je réagis sur un truc qui m'énerve, qui me scandalise. Quand je fais un dessin, ça me fait du bien, quoi. C'est aussi... Ouais, vas-y. Et quelque part, vous soulagez aussi le lecteur, vous les vengez Voilà, c'est ce que certains lecteurs me disent. Ouais. Ils se sentent un peu vengés. On est là un peu pour les venger. Ouais. Il y a aussi le statut particulier du Canard enchaîné, qui est aussi lu par la classe politique. Donc là, tu peux sentir que tu peux quand on a un message direct toucher les gens que tu étris, quoi. Quand on a un message direct à faire passer certains, moi je m'en prive pas, bien sûr. J'envoie des messages fréquents oui, à certaines personnalités. Ouais. Jean-François Copé, par exemple, j'adore lui envoyer des messages, Jean-François Copé. Mais en même temps, vous n'exagérez pas non plus le pouvoir que vous pouvez avoir. D'ailleurs, vous le mettez en scène. Je pense à ce dessin où il y a un trophée et on le remet. Et puis il dit, cette année encore, le prix du dessin de presse qui a fait chuter une dictature ne sera pas attribué. Bah oui. C'est-à-dire, vous avez du pouvoir, mais vous ne l'aurez pas sur... Non, on n'a pas un véritable pouvoir sur l'événement. Je crois que le pouvoir qu'on a, lorsqu'il y a des grands mouvements d'opinion, par exemple, c'est la presse aussi d'ailleurs, on est la petite voix qui pousse, quoi. Ça crée un mouvement d'opinion dans le pays, ça peut, avec tous les médias, enfin certains médias, pas tous, mais ça peut favoriser, enfin ça peut pousser le truc, quoi. Et vous avez déjà eu l'impression, en publiant un dessin, de justement pousser quelque chose, ou d'avoir ce sentiment de vous dire, bon, ça jouera peut-être? Je me dis pas ça. Enfin, si je me dis ça, en tout cas, ça peut aider un peu. Quoi. Ça peut participer un peu au truc, quoi. Mais il faut que ça reste drôle. C'est quand même la condition première que je m'impose. C'est qu'un dessin militant, ça me gonfle, quoi. Mais il faut que ce soit un peu marrant. Un peu de distance. Ouais, un peu. Ouais. Et vous dites un dessin drôle, c'est une des caractéristiques justement du dessin de presse, du dessin tel que vous le pratiquez. Et justement, c'est quoi un bon dessin de presse finalement? C'est un dessin qui est drôle, qui est ludique, qui est un petit peu pédagogique parce que vous faites prendre conscience peut-être des choses au lecteur. C'est quoi pour vous un bon dessin? Vous l'avez bien résumé, un dessin qui réunit ces qualités-là, c'est un dessin réussi, hein, c'est sûr.
Mais ce n'est pas toujours le cas en ce qui me concerne, mais je sais en tout cas. Mais c'est très compliqué le dessin de presse et la drôlerie d'ailleurs, parce que j'essaie de tenir compte des faits, effectivement j'essaie de ne pas être injuste vis-à-vis des cibles ou des victimes entre guillemets. Mais parfois il y a des dessins exagérés qui sont extrêmement drôles, quoi. Des dessins injustes qui sont drôles. Il m'est arrivé de faire des dessins injustes. Mais tu ne l'empêches pas dans ce cas-là. Quand il est vraiment drôle, non, je ne l'empêche pas. Ok. Parce que tu n'as pas de... Non, mais il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas où se place le curseur de la limite à ne pas dépasser quand on fait ce type d'exercice. Et puis je pense qu'on adapte aussi au titre pour lequel on travaille. Oui, mais je me sens bien au Canard parce qu'il pratique un humour qui est proche de ce que j'aime, quoi. C'est un journal qui fonctionne beaucoup à l'ironie et moi, c'est à peu près mon registre, quoi. Donc il y a pas trop, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Et quand toi tu es arrivé au Canard, ils connaissaient ton travail de BD Certains rédacteurs, oui. Tu pouvais être lecteur Oui, il y a beaucoup de journalistes que connaissaient Palmer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des passerelles qui sont lancées entre ces deux mondes, le dessin de presse et la bande dessinée. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Je ne sais pas. De plus en plus, d'ailleurs, je crois que ça se différencie de moins en moins. Hein. C'est les jeunes dessinateurs qui arrivent, les nouveaux dessinateurs qui arrivent au Canard et pratiquent la BD. Hein. Je pense à Diego Arnega et à Bouzard, notamment. Je pense que la différence n'est pas si énorme, quoi. Mais il y a peut-être quelque chose de nouveau, c'est que, d'une certaine façon, quand on est arrivé... Cabu aussi a fait beaucoup de BD, donc précurseur. Hein. Et quand on est arrivé au Canard, le Fred et moi, on est arrivé à peu près en même temps, le Fred Touron. Il y a une espèce d'humour BD qui est rentré un peu au Canard, même si Cabu avait déjà posé des jalons, ça s'est concrétisé de façon plus nette, quoi. Ok. Et vous savez justement, on dit que vous êtes bien au Canard enchaîné, vous savez à l'avance, vous sauriez dire quels dessins vont être pris, quels dessins vont leur plaire. Est-ce qu'il n'y a pas le risque justement après aussi de faire les dessins? J'avais lu quelque part le risque de faire un dessin un petit peu faillot, c'est-à-dire je vais faire le dessin que je sais qu'ils vont prendre parce que je ne vais pas travailler pour rien. Il faut préciser que chaque semaine, donc, vous rendez 8, c'est ça? 6-8 dessins. 6-8 dessins, il y en a toujours le un ou deux lundi. qui sont trappés. Vous n'aimez pas trop l'humour absurde, je crois, c'est ça? Oui, quand c'est trop déconnant, ou l'humour faussement con. J'aime bien faire des trucs faussement cons, mais parfois vraiment cons d'ailleurs. Et bon, là, ils se disent c'est vraiment trop con, quoi. Mais il y a parfois des trucs très cons qui font marrer. Mais vous continuez à leur en envoyer quand même? Ouais. Parfois, on se dit ça avec le Fred. Parfois, on fait des dessins pour faire marrer les gens du SR, quoi. Mais ça doit être un rythme quand même soutenu, 6-8 dessins par semaine d'actualité. Vous n'avez pas d'angoisse parfois je ne sais pas, j'imagine que le dimanche ou le week-end, de ne pas trouver de sujet, de ne pas être inspiré. Il y a des semaines pourries, hein, c'est sûr. D'abord, il y a des semaines où on n'est pas en train, ça ne vient pas. Et puis il y a des semaines où l'actu est absolument décourageante, quoi, c'est sûr. C'est quoi une actu décourageante? Qui manque de mauvaise foi? Oui, c'est qu'il ne se passe rien en politique française, c'est que Copé n'a pas fait de déclaration qu'on peut reprendre au vol. Et puis c'est que les événements qui se passent dans le monde sont comme désespérants. On n'a vraiment pas envie on ne sait pas par quel bout les prendre et on ne va vraiment pas comment faire marrer avec ça parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Mais il y a l'expérience qui joue. Quant au dessin Fayot, effectivement, je connais la recette. Hein. On peut très bien se dire, tiens, si je fais ce dessin-là, j'ai la une. Hein, on peut très bien dire ça, mais vous ne voulez pas en abuser. Ou alors tu ça m'est arrivé. Tes collègues pour vous la partager. Vous évoquiez les événements qu'on ne peut pas dessiner. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes vraiment pas à l'aise, sur les grandes catastrophes naturelles, les choses comme ça. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à soit représenter ou à rire avec. Ouais, les faits divers atroces ou les grandes catastrophes. Quoique, c'est-à-dire que il peut y avoir un tremblement de terre absolument épouvantable avec des milliers de morts, et puis il y a une espèce une telle incompétence des secours ou de déclarations tellement ahurissantes qu'on peut rebondir là-dessus, sur les à côté, quoi. L'événement en lui-même, c'est trop triste, quoi. On peut pas traiter ça. Et c'est le même plaisir, le même mécanisme de traiter, de dessiner la vie politique française et des choses qui se passent à l'international? Pas tout à fait.
Pas tout à fait. Disons que la vie politique française, la vie politique politicienne, on peut la prendre avec énormément de dérision quand même, et un peu plus que d'événements plus dramatiques, hein, c'est certain. Presque un peu trop parfois dans Le Canard, non? Je ne sais pas, Bah, quel est le c'est- sentiment d'un... Oui, Le Canard, c'est essentiellement un journal qui est polarisé sur la vie politique intérieure, hein. Ils ont des infos, ils ont des réseaux, donc il y a des infos qu'on ne trouve pas ailleurs. Sur l'international, ils ne sont pas très bien placés, effectivement. Ça peut être un peu frustrant pour les dessinateurs de savoir qu'on... Moi, ça m'amuse, parce que c'est la comédie humaine, même si les enjeux sont minables, même si les personnages ne sont pas toujours à la hauteur, on voit la comédie des ambitions et du pouvoir, c'est éternel, on met ça en scène, hein, c'est rien de nouveau sous le soleil, hélas, mais c'est l'humain à l'œuvre, quoi. Mais justement, l'humain à l'œuvre et de tous ces faits politiques, vous continuez, ça continue à vous inspirer, ça continue à vous amuser. Vous n'avez pas un moment où vous dites, ils ne vont pas s'arrêter un peu, ils ne vous fatiguent pas ces politiques comme ils fatiguent finalement les gens qui lisent les journaux, qui écoutent les infos. Si, quand je vois certains dégagés, je suis bien content, ouais. Ouais. Les Balkany, par exemple, je ne peux plus, quoi. Je voudrais que ça finisse, quoi, les Balkany, que ça arrête. Vous êtes pas à l'abri. Ça fait 20 ans qu'on les dessine, je ne peux plus. Est-ce qu'il arrive que vous fassiez le même gag, plusieurs dessinateurs, que vous sachiez qu'après avec la Ah oui, rédaction, c'est arrivé, oui. c'est arrivé, ouais, avec une actu En tellement... général, on se les envoie, par exemple. Des gags évidents, oui. Ça nous arrive de temps en temps, avec le frère, on échange pas mal, et parfois il y a un de ces dessins qui passe, et j'avais fait le même, alors je lui envoie, et puis parfois c'est le contraire, c'est lui qui m'envoie le sien. Est-ce que toi, tu vois ce que les autres font pas forcément au moment où toi, tu boucles ces 6-8 dessins, mais après coup, vous envoyez entre auteurs les... Bouza m'envoie souvent ces trucs, ouais. Il m'avait dit, ouais. Diego de temps en temps, mais non, on ne va pas au bouclage, hein. Le bouclage au Canard, c'est pas un journal de dessinateurs, le Canard, c'est des journalistes de l'écrit qui choisissent, et donc on n'est pas conviés au bouclage. Donc je ne sais pas très bien ce qui est rejeté. Parce qu'il y a parfois des gags faussement évidents, mais sur lesquels vous êtes 2 ou 3 et tombé une évidence, quoi. Oui, il y a des trucs qui viennent tout de suite à l'esprit. Et là, en général, on doit réagir tous de la même façon, en disant je ne veux pas le faire, parce que tout le monde va le faire, quoi. Mais c'est là que personne ne le fait, finalement. Ça arrive, ça arrive. Et puis il y a des trucs évidents, parfois, je ne vais pas faire ça, puis parfois je suis un peu à court, je le fais quand même, et puis finalement, il n'est pas si mauvais, quoi. Enfin, c'est très compliqué. De la même façon, est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites, en regardant un dessin d'un autre dessinateur du Canard, pourquoi je ne l'ai pas trouvé, moi? Pourquoi je n'ai pas vu ça? Est-ce qu'il y a de petites jalousies? Pas jalousie, mais... C'est pas une jalousie, mais non. c'est de l'admiration, hein. Et puis il y a une émulation entre potes. On est quand même presque tous potes, hein. Et puis non, c'est excitant de voir des bons dessins. Ça aide à bosser, quoi. En même temps, on comprend que c'est un travail très solitaire. Ouais. Oui, certains peuvent travailler en rédaction. Le Canard boucle le mardi et Cabu vient en bouclage, par exemple. Et moi, j'ai fait quelques expériences de bouclage, je ne suis pas efficace du tout parce que j'arrive pas à me concentrer. Il y a trop de va-et-vient, Et Cabu, lui, il arrive à travailler. C'est incroyable la faculté de concentration qu'il a, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression que ce rythme assez soutenu, quand même, trouver 6 ou 8 gags le lundi pertinents, tout ça, j'ai aussi l'impression que c'est ça qui a peut-être forgé ton trait dans l'évolution, d'enlever le gras, d'aller à l'essentiel. On n'a pas le temps de pinailler, de chiader, hein, c'est pas possible. D'être efficace avec. Il faut être efficace, moins de puis le premier dessin que j'ai fait pour le Canard, par manque de confiance, certainement, je faisais des décors très compliqués et je me suis rendu compte que ça nuisait à l'efficacité du dessin, quoi. Parce que bon, c'est pas comme la BD, c'est là que les deux genres sont différents. Je crois que la BD, on aime bien s'immerger dans le truc et puis revenir sur les détails, etc. Tant que le dessin de presse, c'est 3 secondes et puis ça s'oublie, et puis le lendemain, et la semaine suivante, c'est remplacé par un autre numéro, hein. C'est pas les trucs qu'on garde, quoi. Tu continues à faire des dessins secrets avec des hachures partout pour le plaisir? Ça, c'est quand je téléphone. Ouais, oui, c'est vrai. C'est de l'écriture automatique. Ouais, je continue à faire des petites briques aussi. C'est vrai. C'est collector. Et il y a une contrainte supplémentaire aussi dans les dessins de Canard, c'est que c'est un hebdo, donc il faut aussi les faire en se disant qu'il faut qu'ils tiennent aussi un petit peu quand même sur la semaine. Ah, il faut qu'ils tiennent la semaine, ouais.
C'est pour ça qu'il ne faut pas les faire d'avance, ça ne sert à rien. début, vous à mes le faisiez. débuts, oui, j'étais angoissé. Les premiers numéros, je m'y mettais dès le vendredi. Et puis lundi matin, ces dessins étaient déjà froids, quoi. Donc, mais il faut dire à la presse, en projetant un peu ce qui va se passer dans la semaine, il y a des événements dont on voit qui vont durer, qui vont rebondir, et d'autres qui sont déjà froids, à peine produits, quoi. Ta matière, c'est la presse? Ça peut être la radio, ça peut être la télé aussi? Ouais, la radio beaucoup, la télé non. Sauf les débats ou je sais pas les grands trucs, quoi. Mais c'est pas trop sinon. Mais Internet aussi évidemment. Sur les sites de journaux, de news. Ça je regarde beaucoup. Ouais. La presse découpée, c'est ça? Vous découpez les journaux, j'ai lu ça. Ah ben je fais Vous plus. faites encore, non, je fais plus depuis qu'on trouve tous les visages sur Internet, c'est plus la peine. Mais j'avais des classeurs d'hommes politiques, ouais, de figures, quoi, de personnalités, etc. J'en faisais des trucs par alphabétique, ouais. C'est un truc. Tu as le goût de ça, du portrait, de la caricature Ouais, comme un Cabu, justement. Ouais, mais Cabu, il est bien meilleur que moi. Je Parce sais, qu'en mais plus, c'est presque, on a l'impression que c'est lui qui donne un peu le c'est lui qui est un peu ton. là, ouais. Souvent, pas toujours, mais souvent. Ouais. Très souvent, c'est Cabu qui voit un truc que personne n'avait vu, quoi. Et à partir de là, tu peux plus ne pas faire semblant de ne pas l'avoir vu, quoi. Mais je rame un peu pour les ressemblances. J'ai un peu de mal. Quel regard on porte sur le monde quand on fait ce que vous faites? Quand on le dessine, quand on l'observe, quand on essaye de l'interpréter pour les autres ou quand on l'imagine dans la bande dessinée? Je dirais d'un optimisme assez modéré quand même. Hein. C'est pas, mais ça m'empêche pas d'être gai. Je veux dire, je crois que je sais plus qui a dit, qui parlait d'optimisme, de pessimisme gai. C'est un peu, je me retrouve assez là-dedans. Ouais. C'est vrai que tu voulais dire juste un mot. Ces derniers mois, ces dernières années, on connaît des violences incroyables C'est dans du le monde. brutal, Ouais, en ce moment, c'est hein. d'une brutalité. Voilà. Ouais. Bah ouais. Bah, il faut faire avec. C'est-à-dire qu'on est comme des. Enfin, il faut faire avec. Je parle pas de la fatalité, de l'acceptation de la situation. Je parle des événements qu'on doit traiter. Et là, on est des journalistes aussi, donc on est dépendant de l'événement. Oui, c'est très difficile de faire des dessins là-dessus. Hein. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est des dessins qui c'est pas ce que je préfère faire, hein, c'est sûr. Mais Tu as déjà été approché par des politiques suite à des dessins, ou des reproches ou des... non, jamais. Des compliments? Non plus. Oui, bien sûr. Si, j'ai reçu des demandes de dessin de la part de personnalités que je ne citerai pas parce que c'est quand même un truc personnel, mais ça m'a beaucoup étonné parce que c'est des gens que j'avais très maltraités. Je pense à quelqu'un en particulier. Qui voulait récupérer le dessin. Il m'a demandé un dessin, ouais. En fait, tu avais de l'humour sur lui-même. Ben, apparemment, mais ce sont des gens qui ont le cuir épais quand même. Hein. Faire ce métier-là, faire la politique, être un peu blindé, quoi. Et on évoquait justement le fait que ce soit deux journalistes, justement, et ce sont eux qui choisissent les dessins qui vont être publiés. Et vous disiez, enfin il me semble en tout cas, qu'à VSD, vous aviez par contre une liberté totale avec accès à la maquette quasiment. C'est quelque chose qui vous manque de ne pas avoir cette liberté totale? Est-ce qu'il y a des dessins que vous regrettez en particulier, qui n'aient pas été choisis par les journalistes? Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais oui, j'ai jamais connu la situation de SD. Alors, personne ne regardait ce que je faisais direct. Mais cela dit, j'ai passé des merdes aussi. C'est sûr que dans un journal un peu plus, j'allais dire, un peu plus attentif, les plans que je ne suis pas passé, que je regrette d'avoir fait, d'ailleurs, les trucs qu'on rate, quoi. Mais c'est aussi rassurant d'avoir un regard de la rédaction sur certains trucs, parce qu'il y a parfois des erreurs que j'ai faites sur des dessins, parce que il me manquait l'information qui changeait la donne, quoi. Que le canard avait. Donc, voilà. Mais sinon, non, je dois dire que je me sens pas brimé, quoi, pas du tout. Oui, vas-y Sonia. Justement, on parle de liberté. La liberté, est-ce qu'on ne la trouve pas justement aujourd'hui, plus particulièrement sur Internet? Et on voit qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui s'expriment sur Internet. Oui, c'est vrai, oui. Oui, je vois le truc très bien d'ailleurs. Ouais.
Mais difficile de répondre, je ne sais pas du tout dans quelles conditions ça se passe, je ne connais pas du tout le fonctionnement des rédactions Internet, je ne sais pas du tout... là, je suis incompétent. Là, je veux dire. Est-ce que vous suivez l'actualité BD? Justement, on parle d'actualité, du Canard, etc. Mais est-ce que vous suivez l'actualité de la bande dessinée? Un peu, oui, un peu. Pas à fond, mais un peu, oui. Mais j'ai quelques auteurs fétiches que je suis avec beaucoup d'attention, oui. Mais la production est quand même considérable, il faut et c'est très, très difficile de faire le tour, quoi. Mais de temps en temps, comme auteur fétiche, ouais. Oh, je sais pas, j'ai plusieurs noms qui me viennent à l'esprit. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Blutch. Je trouve ça formidable. Je trouve ça extraordinaire. Je sais pas, il y a plein d'autres. Hein. Ça touffe. C'est important de transmettre aussi, c'est-à-dire que d'avoir des jeunes auteurs, des jeunes dessinateurs et leur donner des conseils, les accompagner. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai souvent l'occasion de le faire, mais en dessin de presse essentiellement. Pas trop en BD, mais en dessin de presse, je reçois beaucoup de dessins de jeunes dessinateurs qui me demandent des conseils. Et il y a pas si longtemps, il y a un d'entre eux à qui j'avais conseillé le Canard. Et il y a un de ses dessins qui est paru il y a 15 jours. Il était content, bien sûr. Et quels sont les plus gros défauts justement de ces jeunes générations? Est-ce qu'il y a des traits communs qu'ils ont, des failles? Non, moi quels sont les conseils que vous leur donnez? Non, moi je pense que les moi, qualités des jeunes générations, non, mais quand je les vois, quand je les rencontre, quand je reçois des courriers, je me reconnais complètement, quoi. J'étais à peu près pareil à leur âge. À part que j'étais moins bon. Ils sont beaucoup plus forts techniquement que. Alors la vache, les mecs qui dessinent, c'est fou, quoi. Ouais, ils sont vachement forts. Souvent, vous les mettez en garde contre les influences justement trop marquées. Oui, bien sûr, mais bon, en même temps, le temps fait son œuvre. Hein. Je pense qu'il faut digérer tout ça, quoi. C'est normal d'en avoir. Hein. C'est même, mais je pense pas qu'on puisse éviter ça, quoi. C'est une bonne façon d'apprendre.